Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mes invités. À la fin des années 80, vous êtes directement passé du tableau d'honneur au lycée au hit parade. Le soleil que vous avez fait briller bien au-delà des rayons des magasins de disques a continué à réchauffer bien des cœurs. La preuve, vous êtes de retour. Bonjour David et Jonathan. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Alors David c'est le grand et Jonathan c'est le plus petit. C'est un peu plus petit. Voilà. Alors il se trouve que bon, vous êtes de retour avec cette tournée des années 80 qu'on va évoquer et tous les autres projets. Mais le parcours que vous avez eu est assez étonnant et le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer ce parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 17 novembre 1986, votre première télé dans cette émission. C'est encore mieux l'après-midi. Je ne sais pas si vous en souvenez. Ah, bien sûr, C'est inoubliable. Il présente chaque jour un disque star, Christophe de Chavannes, et il vous appelle David et Jonathan. Absolument. Vous vous souvenez de cette télé ? Oui, c'est la première télé avec Bella Vita. Absolument. Et d'ailleurs, au début de la télé, au début de la séquence, on voit quelqu'un qui sort du plateau. J'ai l'impression que ça s'est fait en quelques secondes, le changement. Ah oui, peut-être. Oui, ça, je me souviens pas de tous les détails, mais effectivement, ça a été un fait marquant puisque c'était notre première Il télé. y avait Stéphane Echer Exactement. ce jour-là. Exactement. Et vous étiez assez émus tous les deux ? C'était notre première émission. On était émus, on était, Trac. on avait le trac, on était excités. Voilà quoi. Et dans cette émission, il y avait aussi Emmanuel Béard, qui Exact. évoquait Manon des Sources, et Léon Zitrone, qui disait des poèmes d'amour. Oh, écoutez, Donc, Juste avant vous. incroyable. 14 ans, 86, ça fait. Ouais, ça fait du temps. Pas mal, Alors, hein. il se trouve que le disque sort, le premier disque, Bella Vita sort, mais dans une indifférence générale. D'ailleurs, on va l'écouter, ce disque. Curieusement, au départ, les radios ne passent pas ce disque. Mais personne n'en veut en fait. Absolument, on sort le disque, mais aucune radio, et on fait très peu de télé. Ça intéresse pas grand monde. Ça vous déçoit, non ? Oh, vous savez, oui et non, parce qu'on ne savait pas ce que c'était que le succès. Et nous, déjà, d'être sur la pochette d'un 45 tours à l'époque, on avait déjà gagné la bataille. Ouais. Vous faites déjà il y a une télé que j'ai vue, l'une des rares, c'est La Classe. Vous êtes entre deux humoristes. Avec Fabrice, ouais. Voilà. Et Bézu à l'époque. Voilà. Mhm. Là, c'était une autre ambiance aussi. Une ambiance plus folklore. Puis. Et quand on sort du lycée et qu'on se retrouve justement sur les plateaux de télé, qu'est-ce qu'on ressent ? Ah bah comme on vous a dit, c'était tout était cadeau quoi. Déjà d'être sur une pochette de disque, d'enregistrer un disque à 16 ans, Oui. c'était déjà un miracle. Ensuite avoir sa tête sur un disque, le voir dans un magasin et puis aller faire des émissions de télé, c'était vraiment une récréation incroyable. C'était que du bonus, que du cadeau. Et le premier cadeau, il y en a eu d'autres depuis. Alors je crois, David, vous avez commencé à 15 ans à composer des chansons, des musiques dans la maison de vos parents. Oui. Absolument, il y avait un piano qui traînait depuis des années là, et un ami compositeur de mes parents qui venait de temps en temps dîner à la maison, qui s'appelle Claude Morgan, que Oui. vous connaissez sans doute, Oui. qui a écrit, composé beaucoup de chansons, dont le Bimbo, dont beaucoup de tubes pour Enrico Macias, etc. Et il me fascinait, cet ami me fascinait de jouer des morceaux, de composer, et c'est comme ça que j'ai eu envie de composer. Je n'avais pas fait trop de cours de piano, mais ce piano qui traînait, et assez vite, des mélodies me sont arrivées. Vous étiez un autodidacte pratiquement du piano. Absolument. Et je crois que un jour, vous trouvez une mélodie, vous dites ça c'est bien, ça c'est intéressant. Oui, une espèce de joie que je continue d'ailleurs à avoir quand je trouve quelque chose qui me plaît. Et le destin fait qu'au lycée de chansons de Sailly, vous avez une heure de colle. Et vous vous retrouvez encore avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas, un certain Olivier Langtin. Ah oui, alors c'était pas exactement un Janson de Sailly. C'était après Janson de Sailly, c'était au cours Paulès, un cours privé. Cours de rattrapage, je dirais. Ouais, c'était comme j'étais pas un très bon élève, on m'avait mis en cours privé à rue du Rocher, à Paris. Cours Paulès, et effectivement, comme j'étais un élève indiscipliné comme mon ami Jonathan, c'est pour ça qu'on s'entend si bien, on m'a mis en heure de colle à côté d'un autre élève qui s'appelait effectivement Olivier Langtin, qui était lui-même en heure de colle. Oui. Et là, je lui fredonne la mélodie de Bella Vita que je venais de composer, et il me dit, mais moi, tu sais que je parle très bien anglais et italien. Je dis, mais ça tombe bien parce que je n'ai pas de paroles sur ce truc-là, et il a écrit les paroles avec moi en cours de colle. Et pourquoi en anglais et en italien ?
Eh bien, écoutez, moi j'ai été bercé à la musique italienne toute mon enfance. Mon père était éditeur de musique et il éditait des artistes comme Tozzi, Celentano, etc. dans une société qui s'appelait Sugar Music. Tout à fait. Et donc, petit, il me ramenait ses 45 tours en italien. Donc, mon premier réflexe, finalement, quand je me suis mis au piano et que j'ai composé cette chanson, c'était de la faire en italien et en anglais. Puis j'écoutais beaucoup des chansons américaines de Lionel Richie, de Whitney Houston, de Mariah Carey, enfin plein d'artistes de l'époque. Et ça m'a inspiré. J'avais pas très envie de faire de la chanson française au départ. Alors, il se trouve que vous cherchez un chanteur et Olivier Loctin vous parle d'un copain qui est en première avec lui, un certain Jonathan. Oui, c'est non, plus ou moins ça. Mais oui, c'est au lycée, effectivement, qu'on me parle de Jonathan. Oui, qu'on me parle de Jonathan. C'est Blanc-Francard qui t'a dit, non? C'est peut-être Mathieu Blanc-Francard, parce que moi j'étais dans la classe de Mathieu Blanc-Francard, Oui. Saint-Clair. Oui. C'est Mathieu qui t'a dit, il y a un mec qui chante dans les couloirs, etc. Qui n'arrête pas de chanter, ouais. Et on s'est croisés. Je pense que c'était Mathieu. Et puis on a fait connaissance comme dans la cour du lycée Janson de Sailly. Ouais. Et puis voilà. Voilà. Mais vous chantiez comme ça par plaisir ou avec l'envie d'un jour de faire ce métier? Alors, moi, je chantais parce que j'adorais m'exprimer, m'exclamer en chantant, toujours dans la joie, voilà, dans les couloirs. J'étais pas un très bon élève, c'est vrai, je le souligne, mais de l'autre côté, j'adorais, voilà. Et résultat, il y a un enregistrement qui se fait et vous allez enregistrer cette chanson, je crois, la maquette dans la chambre de David. Oui, absolument. Exact. Donc des conditions pas très faciles. Oh, dans la petite chambre, ça va, ça allait. J'avais eu mon premier synthé à l'âge de 16 ans, Ouais. que j'avais gagné avec des bonnes notes, parce que c'était la condition sine qua non pour que j'ai ce synthé qui me faisait rêver dans les boutiques de l'époque de musique. Et voilà, ma mère m'a dit si un jour t'es premier de la classe, je t'offrirai un synthé. Et j'ai réussi à être premier de la classe pour avoir ce synthé, puis après j'ai dégringolé. Mais c'est grâce à ce synthé que j'ai composé Bella Vita. Et d'ailleurs, à Janson de Sailly, il y a une formation très célèbre qui est née, c'est les collégiens, les Réventura. Ils étaient élèves à Janson de Sailly dans les années 30, ils avaient une cave juste en face du lycée, et ils ont créé le premier orchestre de jazz français avec Réventura et Paul Misraki, et tout va très bien, Madame la Marquise, et tout ce qui... Ah, tout bon, ce ça qui fait suit. pas. Pas ça. Hein, Voilà, vous super. voyez comme quoi le lycée mène à tout. Ah oui. Alors il se trouve ensuite qu'il y a quelqu'un qui vous repère, c'est Pascal Auria. Oui. Enfin, bon, ça- Oui, via. Ça, C'est ça, c'est vrai. C'est via une cousine éloignée qui nous présente son père, qui nous présente Pascal Auria. Enfin bon, bref. Effectivement, c'est Pascal Auria qui a découvert que notre chanson avait du potentiel. Via Jacques Marouani. Et via Jacques Marouani, puisque je crois que c'est la cousine, la fille de Jacques Marouani qui croyait en votre chanson. C'est la seule. J'avais fait écouter la maquette de Bella Vita à la famille et ils disaient c'est sympathique, mais bon, il n'y avait pas de réaction. Et puis on me présente cette Xavina, qui est une cousine éloignée que je ne connaissais pas du tout pour l'anniversaire, pour ses 15 ans. Et donc je lui ai fait écouter la chanson. Elle me dit mais c'est un tube, donc elle nous présente son père, qui nous présente donc Pascal Auria, et Pascal Auria aussi acquiesce et dit c'est un tube. C'est un tube. Et Jacques Marouani, à l'époque, était aussi producteur de télévision. Il a produit les émissions de Philippe Bouvard et quelques autres. Et Pascal Auria s'occupait de Linda de Souza. Oui. Il est à l'origine du livre de mémoire de Linda de Souza, La valise en carton. Oui. Et ce livre, il y a des fautes d'orthographe en français volontairement pour qu'on se dise que c'est bien elle qui l'a écrit. Ah, ça, je ne Il savais a pas. surtout écrit, il venait d'avoir 18 ans pour Dalida. Avec Avec Pascal Sevran. bien exactement, Voilà. chanson qu'ils ont rapportée par hasard à Dalida et qu'elle a découvert. Pascal Sevran qui a écrit les paroles. Alors il se trouve que la famille, justement, les Marouani, on dit souvent que quand on ne parvient pas à s'endormir, on ne compte pas les moutons, mais les Marouani, c'est pas une légende. Apparemment, oui, c'est Jacques Brel qui disait ça. Apparemment. Exactement. Et c'est vrai que ce disque n'a pas démarré. Et puis un jour, il y a quand même quelqu'un qui a repéré cette chanson. Écoutez ce générique. Car c'est Michel Drucker et Champs-Élysées qui vous a donné votre première chance, David et Jonathan. Oui.
C'est-à-dire que Pascal Auria s'occupait aussi d'un artiste qui revenait depuis de 10 ans d'absence en France avec qui s'appelait Demis Roussos, hein, Oui. c'est ça, David? Oui, je crois. Et Quand je t'aime, et puis je pense qu'il y a eu avec Michel Drucker, écoute, tu le prends les deux petits jeunes, et puis voilà. Et puis, Oui, rends-moi un petit service. Il faut que tu m'aides sur ces deux jeunes. J'y crois beaucoup. Et puis Pascal avait ce pouvoir de séduction et il a convaincu Michel de nous passer dans l'émission Champs-Élysées en direct le samedi soir, qui était l'émission phare de variété de l'époque. Ouais. Un moment d'émotion pour vous. Ah bah là, ouais. Ah, lui, il voulait pas rentrer, lui. D'autant plus qu'il y avait Lionel Richie, et je crois que vous vouliez être le nouveau Lionel Richie au départ, David. il y avait Murray, non? Et Murray, Ouais. mais il y avait, je crois, Lionel Richie, effectivement. Ouais. Et Oui, moi, Image. c'était vraiment mon idole absolue. C'est celui qui m'a donné envie de faire de la musique. Évidemment, donc ouais, c'était. Donc on a eu très peur. Jonathan voulait pas rentrer parce que l'émission était en direct et Ouais. on chantait en direct. Ah, ouais. Et là, on n'avait pas d'expérience et il fallait pas se planter, quoi. Et du jour au lendemain, le disque. Et là, le lundi, on avait vendu 91 disques de Bella Vita en 6 mois. Oui. Et là, le lundi, on vendait 5000 disques, 5000 et 10 000 par jour dès le lundi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était incroyable. Mais- Avec une émission de télé, parce qu'effectivement, à l'époque, il faut savoir, les gens ne savent peut-être pas, mais il y avait que 5 ou 6 chaînes de télé, donc les gens nous voyaient vraiment. Donc une émission avait un impact énorme sur les ventes de disques. Et je crois que ce sont 850 000 exemplaires qui se sont arrachés. Et après, ça a continué. Il y a une autre date que j'ai repérée dans votre parcours. C'est le 30 décembre 1987. À tout de suite sur Sud Radio avec David et Jonathan. Merci. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mes invités David et Jonathan, le retour pour une tournée qu'on va évoquer tout à l'heure. On évoque ce passé et ce miracle de Champs-Élysées qui a été suivi de beaucoup d'autres, qui a permis de faire un début de carrière très très jeune. Et le 30 décembre 1987, il y a une autre télévision clé de votre parcours, c'est celle-ci. Une émission totalement oubliée, un DB de plus, une émission de Didier Barbelivien, où tous les jours du lundi au vendredi, il reçoit des chanteurs et il chante. Et c'est Ariane Gilles qui a travaillé avec Dorothée dans Récréa 2 qui produit l'émission avec lui. Vous vous souvenez de ça très exact. bien. Un début de Et il se plus. trouve que vous faites partie de ses invités réguliers. Quand on voit le programme, vous êtes presque tous les jours chez lui. On était chacun sur un tabouret, tu te rappelles? Ouais, je me rappelle. Ouais. Comment ça s'est fait? Comment vous avez rencontré Barbelivien? Par Pascal Auria. En fait, au début, avec cette première chanson, Bella Vita, on l'a fait en anglais, en italien, et puis il nous a vite dit non, mais il va falloir que vous chantiez en français, les garçons. Et moi, je voulais pas trop au début, et puis finalement, il nous a convaincus, et on a fait cette deuxième chanson qui s'appelait Gina. Qu'on va écouter. Qui était Gina? Alors Gina, c'était ma grand-mère. Elle s'appelait Gina, c'est vrai en plus, mais ça n'avait aucun rapport. Parce Non, qu'en- c'est parce que ça sonnait bien. Ouais, et c'est Didier Barbelivien qui a écrit la chanson. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la première chanson que Didier Barbelivien a écrite, c'est Michel de Gérard Lenormand. Au départ, il avait mis Marcel comme prénom. Mais, Ah. mais comme la première fiancée de Lenormand s'appelait Michel, c'est comme ça que le d'accord. prénom est venu. Voilà. Et c'est vrai qu'il est très lié au prénom. Alors Gina, je pense qu'il l'a utilisé parce qu'on sortait de Bella Vita Oui. en italien, et Gina, ça fait un peu italien. Et Donc à c'est- mon avis, il y a un petit rapport. Et travailler avec Barbelivien, c'était le Graal à l'époque, non? Ah oui, bien sûr, c'était C'était incroyable. Et puis nous, on était aussi fans de Gilbert Montagnier, de toutes ces chansons qu'il a pu faire. Et d'ailleurs, je suis très content de son retour aujourd'hui, Oui. avec une super chanson que je trouve magnifique. Et voilà, il nous a beaucoup inspiré, je pense, vraiment. Gilbert. Et donc de travailler avec quelqu'un qui avait travaillé pour lui, on était vraiment flattés. Voilà. Et en même temps, travailler avec Barbelivien, c'est une autoroute. C'est-à-dire que vous partez d'une idée et il fait le reste. Exactement. Et puis nous, on savait faire des musiques, mais on ne savait pas faire de paroles, donc ça tombait bien. Et je ne sais pas si vous en souvenez, il y a eu une émission spéciale, Jonathan, avec que des jeunes. Il y avait Vanessa Paradis qui débutait avec Manolo Manolette, Baptiste Chardenne, le fils de Eric Chardenne, et Elsa et David Hallyday, dans la même émission avec vous. C'était une génération qui arrivait. Oui, Oui. Et c'était bien de... Vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui se passait avec ces jeunes, avec Vanessa ou David Hallyday? Ouais, bon, on les côtoyait un petit peu à l'époque. On était très heureux de faire partie de cette bande, oui, absolument. Alors, un mois plus tard, toujours dans un DB+, il y a un hit parade, et vous êtes dans les 3 premiers avec Elsa et Marc Lavoine aussi.
C'est-à-dire que la chanson a marché tout de suite. Oui. Ouais, là, oui, absolument. Et vous devenez à ce moment-là un modèle pour les jeunes. Comment votre public, ce sont vraiment les ados qui vous découvrent comme des copains. Alors, vous savez, il y a un truc que je raconte souvent, c'est que rien n'est fait exprès, en fait. C'est-à-dire que on a inventé un duo. Le duo est né pourquoi ? Parce que moi, je composais, je chantais, j'avais une voix sympathique, mais je me trouvais pas un très grand chanteur. Donc, je cherchais quelqu'un pour chanter avec moi, pour m'accompagner. Donc, le duo, il est né de ce manque de voix, entre guillemets, même si je chante pas trop mal, mais il avait plus de voix que moi. Et donc, finalement, on n'a pas pensé au marketing, on n'a pas pensé à tout ça. Et on n'a pas pensé, évidemment, à notre public, au futur public, de savoir à qui on s'adressait. On voulait juste se faire plaisir et puis faire plaisir aux autres. C'était un peu comme l'image d'un puzzle. Il y avait toutes les pièces à remettre l'une après l'autre, et puis ça faisait. Et vous pensiez faire carrière, Jonathan, à cette époque-là ? Pas du tout, non. Moi, je faisais. C'était pour du plaisir, pour le plaisir, hein. Et en même temps, avec ces deux chansons, votre vie a changé du jour au lendemain. Ah oui. Complètement. Ah oui, ça a été un chamboulement. C'était assez dur d'ailleurs à vivre parce que devenir connu à 17-18 ans, aussi connu que ça, c'était un truc pour la tête, c'était pas évident. Et les tournées, surtout, on faisait beaucoup de galas. On gagnait beaucoup de sous aussi pour l'époque parce que l'année d'avant, on se retrouvait avec une carte orange, l'année d'après avec une belle voiture. Enfin, il y avait un décalage. Qui a fait que c'était pas évident à gérer. Il fallait pallier, voilà, c'était un peu. Et comment vous ressentiez ça, vous, Jonathan ? Moi, je ressentais ça d'une façon où j'étais dans mon rêve. Voilà quoi, je faisais de la musique, ce que j'aimais le plus au monde, et puis avec mon ami, et puis c'était une histoire d'amitié, de copains, de partage, de tout ça quoi. Oui, mais il y avait les fans, les filles étaient toutes amoureuses de vous deux. Il y avait un choix à faire. C'est ça. Elles étaient plus amoureuses de David. Non, c'est pas vrai. Non. Et alors, il fallait aussi vivre les fans. Oui, c'est vrai que c'était fou. On a des souvenirs de galas où on avait 3-4 gardes du corps chacun. Enfin, c'était n'importe quoi. On pouvait pas se balader sur les Champs-Élysées un mercredi après-midi. À l'époque, c'était fou. Et quand je vois les boys bands, je me dis que finalement, le duo David et Jonathan, c'est l'ancêtre des boys bands. C'est ça, on a inventé les boys bands. C'est vrai ? C'est un peu le premier branchement, c'est vrai. Le to be two. Exactement. Oui. Et vous aviez songé un jour être trois, non ? Non, absolument jamais. Le duo fonctionnait. Alors, à l'époque, vous n'êtes plus lycéen. C'est fini. Moi, je suis encore. Enfin, oui, moi, je suis en première. Et je passe le bac français, et je signe des autographes pendant le bac français. Donc, et on décide d'arrêter les études parce qu'on est pris dans un tourbillon de folie de promotion et de succès. Et vous aussi, Jonathan, vous avez le même problème ? Arrêter les études ? J'ai arrêté les études, oui. J'ai arrêté les études et puis j'étais dans le move, comme on dit. Voilà. Alors, j'ai regardé un peu les émissions de télévision de l'époque auxquelles vous avez participé. Il y en a une étonnante, c'est La Haye d'honneur avec Jean-Luc Lahaye. Là, ça a été une folie. Gina, oui. Et ça, Ah ouais, c'était une émission de dingue. C'est-à-dire c'était grandiose avec cette entrée, cet escalier. Enfin, il y avait tout. C'était vraiment là. Alors là, on était dans les années 80 et puis présenté par Jean-Luc Lahaye à l'époque, c'était rigolo quoi. Oui. En même temps, c'est une émission qui a moyennement marché, donc qui est devenue bimensuelle et s'est arrêtée au bout d'un an. Il y avait les chansons, il y avait aussi on mettait en lumière des bénévoles. C'était une époque aussi où ce genre de choses débutait. On commençait à parler justement d'entraide. Puis on apprenait à parler anglais avec Jean-Luc Lahaye. Ah bon ? Where do you from come? Ouais. Et C'était très drôle. Il y a une autre émission étonnante où vous êtes, c'est que vous vous faites piéger par une caméra cachée à la braderie de Paris. Ah oui. Vous êtes poursuivi par un clown pop qui marche dans les mêmes pas que vous. Vous avez vu cette émission ? Ah non. Et là, vous êtes à la braderie de Paris, et il y a quelqu'un qui marche dans vos pas, vous êtes étonné, et c'est une caméra cachée de Pierre Bellemare et Jacques Rouland. Ah bon ? Oui. Alors là, tu l'as déjà vu ça ? non. Eh ben, elle existe. On l'a jamais vu ce clown derrière nous finalement. Voilà, et c'est passé un 14 juillet, et c'est irrésistible parce que vous avez ce garçon, ce clown qui était un clown qui marche, qui s'amusait à faire les mêmes mouvements que vous et marcher dans vos pas. Incroyable. On l'a pas vu arriver. Voilà. Et puis il y a une autre télévision qui a marqué votre jeune parcours, c'est cette émission. Une
d'être là pour Nuit Blanche avec Thierry Ardisson. Là aussi, en général, on reçoit pas des gens qui ont moins de 21 ans. Parce qu'en plus, c'est dans une boîte de nuit, les bains. Exactement. Comment vous êtes retrouvé là-dedans? Bon, comme on faisait un peu le buzz à l'époque, il a dû nous inviter. Et puis, je crois qu'on peut la revoir, cette émission, sur, oui. sur l'INA, je crois, ou quelque chose. Exactement. Et alors, c'est une des premières fois que vous vous retrouvez dans une discothèque parisienne, pratiquement. Non, Non. quand même. Parce que vous les fréquentiez. Oh, un petit peu, mais oui, pas, quand même. En province, on sortait un petit peu à Ce l'époque. qui est clair, c'est qu'à l'époque, on parle de chansons, on parle d'Israël, on parle de tout ce que vous voulez, mais pas de politique. Et ça, vous l'expliquez bien dans l'émission, la jeunesse des années 80 ne parlait pas de politique. Non. Non. D'ailleurs, je crois que je spécifie bien que j'étais vraiment anti-politique ce jour-là. C'est compliqué de ne pas l'être un minimum aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on essaye de pas... voilà, on essaie d'être juste des êtres humains. Et puis, voilà, on se bat contre des injustices ou des choses qu'on ne devrait pas voir, c'est tout, mais on parle pas trop de ça, oui. Alors, le succès a continué. Il y a une autre date dans votre parcours. C'est le 11 juin 1987. À tout de suite sur Sud Radio avec David et Jonathan. Merci. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mes invités, David et Jonathan. Le retour, un retour espéré et attendu avec cette tournée qu'on va évoquer tout à l'heure. On en revient à votre parcours. On a vu les débuts de deux lycéens qui deviennent vedettes. Et puis, le 11 juin 1987, encore une télé importante, encore un Champs-Élysées qui va être capital pour votre avenir. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Et ça, vous souriez tous les deux parce que, en plus, cette chanson est sortie à la veille de l'été, dans Champs-Élysées. Je sais plus quand est-ce que... La télé qui a tout lancé, c'est le 11 juin 87. Oui, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, on a fait le clip après le succès de cette télé, je crois. Oui, on à n'avait pas Hammamet. tourné absolument. On n'avait pas tourné le clip avant. Et alors justement, cette chanson, elle est née comment? Parce que là aussi, c'est du Barbelivien et c'est quelque chose à laquelle il fallait y penser. Alors, moi j'ai composé la musique chez mes parents sur ce même piano qui est toujours au même endroit dans la salle à manger. Et j'ai trouvé cette mélodie et j'ai un souvenir d'avoir sauté de joie quand j'ai trouvé la mélodie et du couplet et du refrain. Et je l'avais composé ce qu'on appelle en yaourt, c'est-à-dire en anglais qui ne veut rien dire. Runner's gonna read, voilà. Et on cherchait donc des paroles. Donc Didier, on a envoyé ça à Didier Barbelivien, qui a fait un premier texte qui n'a rien à voir avec Qu'est-ce que tu viens pour les vacances. Ah bon? Non, le premier texte, ça s'appelait On refera la route ensemble. Toi Simon, moi Garfunkel. D'accord. Donc c'était un parallèle de nos deux duos. Simon and Garfunkel et David et Jonathan, mais ça, comme on connaissait absolument ni Simon ni Garfunkel, on lui a dit, écoute, ça ne nous touche pas, voilà. Donc il a refait le texte. Donc c'est le premier texte, c'était donc cet autre texte. Et je pense qu'on a bien fait parce que on n'aurait peut-être pas eu le même succès. Oui, quand cette chanson est arrivée avec ce texte, vous vous êtes dit, Jonathan, que ça pourrait être un succès, que ça pourrait plaire au public? Avec On refera la route Oui. ensemble? Non, avec Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Est-ce que tu viens pour les vacances? Ouais. Oui, ça sonnait comme voilà, c'est magique, quoi. Et il y avait le clip à Hammamet qui est totalement délirant parce que pour certains il peut paraître kitsch, c'était l'ambiance de l'époque. Ouais, exact, c'est ça. C'était Dans léger. l'époque, il n'y avait pas les portables, il y avait l'âme, il y avait le contact. Et oui, et les vacances commençaient parce que avec le Minitel, on commençait à trouver des billets pas chers d'hôtels et de trains. Mine de rien, on l'a totalement oublié, mais c'est à cette époque-là justement qu'on a commencé à se dire et si on allait plus loin pour les vacances. Et c'est vrai que ça a été un immense succès immédiatement. Ouais, là ça a été un raz-de-marée, mais bizarrement, la chanson a beaucoup plus marqué que Bella Vita, mais on en a vendu moins. Ah bon? Ouais. C'est curieux. On en a vendu un peu moins, enfin on en a vendu quand même 650 000, mais enfin je pense jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on en a vendu beaucoup plus, parce que Non mais cette c'est à chanson, l'époque. Hein. Cette chanson est dans tous les cœurs aujourd'hui, on s'en souvient. Oui, c'est toujours d'ailleurs un truc dont je ne m'habituerai jamais, c'est de voir les jeunes chanter quand on va faire nos spectacles, des jeunes de 10 ans, 15 ans, même 8 ans qui chantent la chanson. Et qu'elle ait traversé comme ça les décennies, c'est quelque chose de très touchant et qui est inexplicable.
Et il y a une chose étonnante, c'est qu'à l'époque, il y a eu un débat, Jonathan, sur le fait est-ce que cette chanson n'est pas une histoire d'amour entre deux hommes. J'ai vu quelques lignes là-dessus. Ah oui, Oui. non. Oui, parce qu'il y a une confusion, en fait, parce qu'il y avait un groupe chrétien homosexuel. David et Jonathan. Donc je pense qu'il y avait une association de De gay. C'était une association gay. d'idées. Mais non, on n'a pas essayé. Pas encore. C'est jamais, hein, mais... Et David et Jonathan, au départ, c'est une référence à la Bible. À la Bible. Oui, Et ça, effectivement. vous y avez pensé Bah, en pas fait du tout, mais c'est juste nos deux prénoms, donc Ouais. c'est un hasard. Duo biblique d'ailleurs, il y a une chanson qui a été faite dans Ouais. l'album. Non, et puis il y a eu justement une parodie qui a été faite par chanson plus Biflioré. Jésus viendra pour les vacances. Moi je ne veux pas rater la mer. Vous connaissez Celle-là, je la connais pas. Eh ben, c'est une parodie de ce groupe qui reprenait des chansons, qui a été très célèbre entre 1990 et 2004. Il a fait des parodies. Il a fait Grosse Signole de mes amours, Rossignol de mes amours. Il a fait Les micro-ondes sur les rois du monde. Moi, je fais la vaisselle pour J'ai encore rêvé d'elle. Et il a fait Jésus viendra pour les vacances. Ah, mais Ah, je ne incroyable. la connaissais pas, celle-là. Vous ne le connaissiez pas Ouais, non. Ça a été un succès pourtant. Un succès Oui. Ah oui, non. Ah, bah, non, bah, c'est bien. On Et a c'est- bien fait de venir. Voilà. Mais ça vous étonne qu'on ait fait des parodies sur cette chanson Comment vous l'expliquez? Je sais pas, je sais pas, j'en sais rien. C'est inexplicable, mais c'est bien. Hein. Quand on est parodié, apparemment, c'est bon La signe. parodie aussi la plus connue et écoutée et vue, c'est Les Nuls. Oui, qu'est-ce que tu vends pour les vacances? Exact. Oui. Et ça, vous la connaissez celle-là? Ah non, on la connaît, oui. Pourquoi? Comment? Bah, on l'a beaucoup entendu, beaucoup vu, etc. Puis, on nous a beaucoup associés à ça. Notre image a été vachement associée presque plus à la parodie qu'à ce qu'on était réellement. Donc, au début, c'était sympathique. Et puis après, ça nous a un petit peu pas blessé, mais un peu agacé de n'être que ça. Oui, en même temps, il faut savoir que Les Nuls, au départ, c'était une parodie de feuilleton de Star Trek et d'Objectif Lune. Ça s'appelait Objectif Nul. Et comme ça a marché, Ouais. le nul est resté et ils ont créé Les Nuls avec Alain Chabat, Dominique Farrugia, qui sont devenus cultes sur Canal+. Ah oui, bien sûr, oui. Et c'est vrai que c'est aussi une forme d'humour qui a fait évoluer la télévision. Et votre chanson, pour moi, correspond à la fin d'une époque, à la fin des slows. On, Ouais, c'est on danse vrai. encore le slow quand vous sortez vrai, cette chanson. Ça, c'est exact. vrai. C'est vrai qu'il n'y a plus de slow. Et à l'époque, les jeunes dansaient sur vos chansons, Ah les bah slows. oui, mais ça passait même dans les boîtes, Le quart d'heure etc. slow. Et vous faisiez des galas dans les discothèques. Oh là, on en a fait 200, 250, je pense. Et comment ça se passait? Ça se passait bien. Bah, c'était trop rigolo, quoi. Enfin, c'était fou. C'était fou parce que les gens de province nous attendaient, ils nous voyaient à la télé régulièrement, et puis d'un coup on débarquait dans leur village, dans leur ville, et puis voilà, c'était l'hystérie, quoi. C'était choquant pour eux, mais encore plus pour nous, Le finalement. système de sécurité, les gens, c'était vraiment un truc de ouf. Mais surtout à 17-18 ans, c'est assez perturbant Ouais. Oui. d'être connu comme ça, de gagner des sous et de passer du jour au lendemain à un espèce de succès fulgurant. C'est pas évident à gérer. C'est vrai que quand on y repense maintenant, c'était quand même très très fou. Ah, c'était totalement fou. Et ensuite, il y a eu aussi une chanson pour l'Arménie que qu'Aznavour avait lancée pour une œuvre caritative pour toi Arménie, à laquelle vous avez participé. Oui. Ouais, absolument. Au studio Guillaume Tell à Oui. Suresnes. C'était un souvenir incroyable parce qu'on était parmi tous les plus grands artistes français. Oui. On était flattés de pouvoir mettre un peu notre pierre à l'édifice, c'est le cas de le dire, sur la reconstruction après comment dirais-je, Ce tremblement de terre en Tremblement de Arménie. terre, oui, là-bas en Arménie. Et il faut savoir qu'Aznavour a découvert vraiment son pays d'origine, l'Arménie, avec ce tremblement de terre. Avant, il était allé chanter, mais il n'attachait pas plus d'importance que ça à l'Arménie. La fois où il est allé, il y avait sa grand-mère, une vieille grand-mère qui avait parlé de son enfance et de ses parents. Il s'en fichait complètement. Là, il a pris conscience de ce qu'était son pays et il a commencé à faire tout ce qu'on sait sur l'Arménie. Oui, c'est vrai. Et puis, après, ça a été terminé. Séparation. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, qu'est-ce qui s'est Ce qui s'est passé? passé, c'est que bon, il y a eu la disparition de notre producteur, Pascal Auria, et puis c'est-à-dire que notre histoire, elle a pas duré, elle a duré combien de temps? Deux ans, un an et demi. Deux ans, ouais. 2 ans. à peu près. Et puis Un peu plus, d'ailleurs.
Ben ouais, 2 ans et demi. Ouais. oui. 2 ans et demi, et puis la disparition de notre producteur, et puis bon, d'un commun accord, le groupe s'est dissous, et puis David a fait son chemin, et puis moi voilà aussi. Hein. Voilà. Ouais. Mais en plus, est-ce que finalement les temps n'étaient pas en train de changer? On passait à d'autres formes de musique? On n'avait plus, enfin moi pour ma part, j'avais plus envie, j'avais envie d'autre chose. J'étais plus épanoui là-dedans, donc voilà. Il faut suivre son instinct dans la vie. Et voilà, et on s'est séparés à cette période-là. J'ai fait un disque, il a fait un disque. Alors voilà. justement, Jonathan a fait un disque, Mes nuits au soleil. Oui. Aimer si fort qu'on pardonne tout et s'en aller là-bas au bout Oui. de nos Quand vous faites quoi, ça veut dire quoi? Oui, parce que c'est une chanson que j'ai écrite, je sais très bien où, avec un ami très cher qui s'appelle Michel Fontaine, que je salue s'il écoute, qui a écrit les paroles. Et c'était un petit peu, voilà, un retour à vouloir chanter seul, voilà, et puis avec aussi la nostalgie d'avoir arrêté avec David. Et puis voilà, cette cassure et une peine à la joie, voilà, c'était un peu flou. Et puis voilà. Ouais. Et d'ailleurs, les ventes ont été floues aussi. Les ventes ont été floues parce qu'il n'y a pas eu vraiment de promotion ou de suivi. Et puis moi, quelque part, j'avais fait cette chanson, mais je savais que fallait passer à autre chose. Donc, il n'y a vraiment pas eu de suivi. Alors, il se trouve qu'au départ, on aurait pu imaginer que vous preniez la relève de votre père. Je crois qu'il vendait des fruits. Il avait une affaire de fruits et légumes à Rungis. D'ailleurs, oui, voilà, j'ai laissé tomber la musique, et puis entre guillemets, hein, j'étais sur pause, et puis j'ai été à Rungis, et j'étais travaillé avec mon père. Ouais. Et puis, vous avez découvert la photo. Ah, ça, la photo, c'est beaucoup, c'est plus de 20 ans après, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez découvert la photo et aujourd'hui, vous faites des expositions de photos qui se vendent à des prix très importants. J'ai vu notamment une photo qui est une vedette de cinéma qui est en silhouette, qui est cotée 6 000 €. Oui, c'est peut-être Chaplin, non? Je crois que C'est ça, oui. Oui. Ça, c'est une des photos, oui. Mais il y a eu, voilà, j'ai commencé il y a 20 ans, c'était en 2006. Mais d'ailleurs, ça fait juste 20 ans aujourd'hui. Et comment c'est né l'idée? L'aînée, elle est venue, j'étais au ski, et puis j'étais avec mes enfants, et dans un couloir, j'ai vu une photo d'une vache avec un espèce de plexi dessus. Oui. Et puis je me suis vu dedans. Donc il y a eu comme une espèce de fiction à la réalité, avec la vache réalité et moi en fiction, et transposition d'images, et de là est né un petit peu tout ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Avec des photos, quand on voit toutes les lumières, c'est pas facile à faire. En plus, il y a un côté Andy Warhol dans ce que vous faites. Il y a un côté Warhol, oui, ou autre, mais bon, j'essaie pas et je ne veux pas copier. Je veux faire vraiment à mon instinct, et puis c'est comme ça que je navigue depuis plus de 20 ans, et ça se passe très bien. Merci. Oui, parce que vous faites des photos d'art, par exemple, il y a des photos sur Marilyn Monroe, il y a des photos, il y a Steve McQueen. Oui, Steve McQueen avec Faye Dunaway, là, dans l'affaire Thomas Crown. Voilà. Et vous transformez ces photos. Je recustomise ces photos. C'est-à-dire que je prends l'effigie, par exemple, de McQueen, je prends pleurs quand même qui sont vives comme le bleu que je pratique, le jaune, le clin un peu. Et puis de là, j'essaie suivant le tempo et à mon imagination, de faire quelque chose, de construire quelque chose. Ou par exemple, quand l'acquéreur a sa photo, ou le collectionneur chez lui, il se sent pas trop seul, et puis il est bien, et puis voilà quoi. C'est pas une photo noir et blanc, c'est une photo avec beaucoup de passionata. C'est quelque chose que j'aime énormément, faire de la photo, et voilà. Et vous faites des expositions en France et à l'étranger. Je fais des expositions en France et à l'étranger, et voilà. À chaque fois, on fait pas le rapprochement avec le chanteur? Non, mais non, c'est vrai que j'essaie de faire la part des deux, mais quand on m'en parle,
y a pas de souci. C'est mon ami Pascal Obispo qui s'est mis aussi à la... Ah, la photo Non, il s'est mis au tableau. Le tableau, c'est autre chose. En tout cas, vous êtes revenu à la chanson et on va l'évoquer avec la date du 8 novembre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec David et Jonathan. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mes invités David et Jonathan. On a évoqué le passé, votre séparation et le retour. Alors, j'ai pris une date parmi d'autres parce que la tournée Totalement 80 est passée par le Portel dans le Pas-de-Calais au Chaudron, une salle de 3000 places le 8 novembre dernier. Mais finalement, ce retour à la chanson, ça a commencé bien avant. Vous avez un jour décidé de remettre le couvert. Oui. C'est venu comment ? C'est venu d'une... j'ai un ami qui s'appelle Jérôme Anthony, que vous connaissez sans doute. Que j'ai reçu dans les clés d'une vie. Voilà, qui nous a proposé de venir faire une émission de télé au profit des enfants malades. Et ça faisait longtemps qu'on nous proposait de faire des émissions de télé et moi je refusais souvent. Pourquoi ? Parce que moi j'étais passé à autre chose. Personnellement, je n'avais plus envie de ça. Et puis il nous a convaincus, on lui a dit oui. Et après... Olivier Kieffer est venu nous rejoindre et nous a proposé de faire cette tournée incroyable, Totalement 80. Et qui a commencé en 2019. Oui, on en a parlé, puis les premières dates sont arrivées, parce qu'il y a eu le Covid, etc., sont arrivées en 21. Et on en a fait, je sais pas, 60 ou 70, je crois, depuis. Et alors, revenir à la chanson, vous y songiez, Jonathan ? J'y songeais pas, j'en rêvais depuis tant d'années. Pourquoi ? Parce que j'aime la musique, c'est ma raison de vivre, c'est ma raison de j'aime la musique. Et vous étiez perdus de vue tous les deux depuis ? On s'est perdu de vue, oui. Un petit peu, 30 ans. 30 ans. Et vous êtes retrouvés comme ça s'est passé On s'est retrouvés avec Olivier Kieffer Il est venu pour mon anniversaire à mes 50 ans. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, c'était un grand moment. Et puis après, voilà, Moi, ça me manquait pas du tout de chanter, en fait. Oui. J'ai eu la chance de composer, de vivre de ma musique pendant des années. Et d'être sur scène, ça m'a jamais manqué. Alors, en fait, pour être précis, au moment où Jonathan a fait son premier 45 tours, vous en avez fait un aussi. Envie de pleurer. Le bateau. Envie de pleurer, envie de crier. Premier album derrière, Lambert de Landroit, ça n'a pas vraiment cartonné. Hein. Non, c'était pas... pourtant, j'étais content des chansons. J'avais mis tout mon cœur, mais ça a pas donné. Je pense que les gens nous attendaient plus dans notre duo que dans nos solos. Mais c'est la vie. Après, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. Et David est devenu, je crois, Dem au Québec pour un album qui s'appelait Histoire compliquée. Les histoires compliquées sont celles que l'on préfère. Au lieu d'en inventer, j'en ai fait l'inventaire. Comment est né ce projet ? Pourquoi le Québec ? Parce que personne ne voulait de mes chansons en France, au vu de notre passif. Donc je m'étais fait jeter de toutes les maisons de disques françaises. Et donc il y a quelqu'un qui s'est intéressé à moi qui ne me connaissait pas au Québec, un producteur québécois, et qui a dit mais tu fais des super chansons, viens au Québec. Donc je suis parti m'installer 2 ans au Québec en 99 et 2000 et j'ai fait un album sous le nom de Dem. Et ensuite, vous êtes devenu David Gattegno pour des chansons qui, elles, ont eu du succès. Alors là, oui, là, c'est une autre histoire. Je reviens de Montréal en 2001. Et là, je décide d'abandonner la chanson parce que il y avait plus rien qui marchait pour moi. Et dans mon lâcher-prise, je rencontre un certain Pascal Obispo, qui écoute ce que je fais et qui dit mais c'est pas possible que tu fasses des chansons aussi bien qu'elles n'existent pas, donc je vais te prendre sous mon aile. Et il m'a pris sous son aile, il m'a dit tu changes de nom, comment s'appelle ta mère? Gattegno, tu t'appelleras David Gattegno, très bien. Et donc à partir de ce moment-là, il a été présenter les chansons aux artistes sans dire qui avait fait quoi. Et comme par miracle, tous les artistes ont aimé les chansons. Et donc j'ai placé une dizaine de chansons en un mois grâce à lui, sur des artistes majeurs comme Tina Arena, Pablo Villafranca à l'époque. Céline Dion, non ? Céline Dion, c'est venu après, mais ouais. Mais voilà, donc j'ai une espèce de renaissance en 2001 absolument fulgurante et incroyable. Natacha Saint-Pierre, etc.
Mais jusqu'à... personne ne confond avec David. Bon, maintenant, je pense que la boucle est bouclée, donc mais je l'ai caché pendant des années. Ouais. C'est pour ça aussi que je ne voulais pas retourner sur scène. C'est pour ça que j'étais très, très heureux et très épanoui à être derrière, à composer des chansons pour les autres. J'avais pas de frustration d'artiste du tout. Et donc voilà. Et après, j'ai composé pour, voilà, j'ai fait pas mal de chansons pour plein d'artistes, dont une chanson qui était très connue, qui s'appelait Aimer jusqu'à l'impossible pour Tina Arena. Oui. Et je m'appelle Bagdad. Et de là, la maison de 10 m'a dit, on aimerait bien que tu essayes de faire des chansons pour Céline Dion. Oui. Et là, j'ai composé 7 chansons pour Céline Dion, dont S'il n'en restait qu'une, qui était un single, et Qui peut vivre sans amour aussi. Et là non plus, on n'a pas su que vous étiez le David de David et Jonathan. Non, exactement. Et vous suiviez à l'époque ce que faisait David, Jonathan? Oui, j'écoutais, je regardais, je Vous voyais. saviez que c'était lui? Oui. Voilà. Et vous aviez vraiment envie de vous retrouver? Ça s'est passé comment, vos retrouvailles au départ? Bah, à l'anniversaire, voilà, c'est 50 ans, il m'a... À l'anniversaire, on s'est revus, et puis il y a eu voilà cette rencontre avec Jérôme Anthony que je salue. Et puis voilà, petit bout par petit bout, et puis voilà. Mais c'est très étonnant ce retour en fait, parce que On s'y attendait pas déjà. ouais, on s'attendait pas. Olivier Kieffer nous propose donc de faire quelques galas. Je lui dis, écoute, moi, je suis pas très chaud. On va en faire 2-3. On va voir ce qui se passe. Pour là, on en a fait 60 ou 70 depuis des années. Et de redevenir connu, c'est quelque chose de très bizarre. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, j'étais dans l'ombre pendant 20 ans, 25 ans. Et que là, d'un coup, on fait des spectacles, on redevient chanteur. C'est-à-dire que moi, j'étais plus du tout chanteur dans ma tête et dans mon esprit. Et j'ai le sentiment que le public est là, les anciens, mais aussi les enfants des anciens, C'est ça, Jonathan. Voilà. Oui, c'est 2-3 générations. C'est incroyable. Et ils reprennent vos chansons en chœur dans les spectacles? Ah oui. Ouais, non, c'est étonnant. Et puis, moi, j'ai une fille de 6 ans, donc elle découvre un papa qui est chanteur. Oui. Et au départ, je chantais plus, quoi. Donc c'est drôle aussi de redevenir ce qu'on était au départ. C'est assez amusant. Alors, tout a commencé, je crois, avec la tournée H tendre. À l'époque, personne n'en voulait. Je me souviens de Franck Alamour, Richard Anthony et François de Guelt appelant désespérément des gens en disant « On voudrait faire des galas, on y croit ». Personne n'y croyait. Ouais. Et aujourd'hui, la tournée Totalement 80, qui est aussi les années 80, ça cartonne parce que ça correspond à l'ère du temps. Oui, exactement. Ouais, il y avait une légèreté, il y avait quelque chose de magique dans ces années-là. Il y avait des musiques aussi différentes. Voilà, il y avait plein de choses. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas bien. Hein. Et puis quand le public écoute un peu ces chansons des années 80, ils revivent un peu leurs souvenirs, leurs rencontres. Oui, les témoignages sont fous. Leurs histoires d'amour, voilà. Ils vous en parlent? Ah oui, il y en a qui, la dernière fois, on était avec c'était un homme et une femme. Bon, attends, voilà. Et ils ont appelé leurs enfants David et Jonathan. Carrément. Ouais, non, mais on a des choses en fait qui dépassent complètement l'histoire de la chanson. C'est ça qui est très touchant dans nos galas. C'est-à-dire qu'ils viennent nous voir et ils nous racontent des choses. C'est leur Madeleine de Proust. C'est pas rien. J'ai rencontré mon mari sur votre chanson. Mon fils s'appelle David. Mon père n'est plus là et le premier cadeau qu'il m'a fait, c'est votre 45 tours. Le voilà. Vous pouvez nous le signer. Donc ça dépasse complètement la musique. En fait, c'est vraiment, c'est aussi ce pourquoi on aime chanter, et on aime, on aime donner du plaisir aux gens, au public, et ils viennent nous raconter des choses formidables. Et pour ce retour, vous n'êtes pas arrivé les mains vides, puisqu'il y a une nouvelle chanson, toujours là. Ça me rappelle nos concerts au bord de la mer. J'avais même fait venir mon père. C'était pour les filles du lycée qu'on chantait les tubes de l'été. C'était le temps des festivals sous les tentes. Nous on grimpait dans le top 50. Vous mettiez la radio à fond quand vous entendiez nos chansons. Là, c'est pas la Madeleine de Proust, mais c'est presque ça. Hein, ça raconte en fait évidemment ce qu'on a vécu. Ça me rappelle donc nos concerts au bord de la mer. J'avais fait venir mon père. C'est tout ce qu'on a vécu et tout ce que les gens ont vécu. Et puis ça raconte on rêve de continuer à faire ça en fait. C'est-à-dire que vous êtes retrouvé et que les réflexes sont revenus tout de suite, Jonathan? Oui, vraiment.
Vraiment, mais bon, avec une autre vision, voilà. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est vrai qu'on avait oublié qu'on était chanteur, qu'on avait oublié qu'on avait eu ce succès, et puis de remonter sur scène et de revoir tout ça, ça a été quand même incroyable, quoi. C'est assez chamboulant, parce qu'on chante vraiment devant beaucoup de personnes. C'est des concerts entre 3000 et 20 000 personnes. Et puis les gens qui chantent le refrain tous ensemble, c'est avec l'écho, c'est magique, quoi. Ouais, c'est vraiment magique. Donc on est vraiment content d'avoir fait cette chanson. Et puis c'est ce que je m'amuse à dire, c'est le nouveau tube des années 80. Oui. Donc c'est ça qui est rigolo. Oui, parce que finalement, cette chanson, vous auriez pu l'écrire il y a 30 ans. Exactement, elle raconte notre histoire. Et puis c'est la première fois qu'il y a une collégiale avec tous les artistes, dont Bibi, Sacha Début de Soirée, Léopold Nord et vous, Pauline Esther, David Ils ont fait des Jonathan. journées séparées et ils sont tous là cette fois-ci. Ils sont tous là, non, donc dans le disque, il y a tous ces gens-là. Donc c'est la première fois qu'il y a une collégiale comme ça qui raconte notre histoire. Et avec le recul, vous mesurez ce que vous avez vécu? À l'époque, Oui. oui, bien sûr. C'était un raz-de-marée, oui, bien sûr. On mesure. Et puis voilà, c'est une chance incroyable. Et Début de Soirée, d'ailleurs, qui est dans cette tournée, je crois que c'était les seuls à vous avoir supplanté au hit parade quand vous avez fait la chanson pour les vacances. Oui. C'est vrai, ils étaient numéro 1, on était numéro 2. Voilà, exactement. Et nous ont, voilà, il y a eu Vanessa Paradis aussi qui était devant nous et Madonna à un moment donné. Et finalement, les réflexes reviennent et est-ce que vous êtes surpris quand même par la réaction du public et des enfants qui écoutent ça? Ah et oui. comment vous l'expliquez? Moi, personnellement, je ne l'explique absolument pas. Et je suis très content de ne pas pouvoir l'expliquer. Ça me sidère toujours. Je pense que il y a eu une période où c'était vraiment le succès qu'on a connu était phénoménal. Ensuite, c'est devenu un petit peu passé, ringard, ce que vous voulez. Et on est passé dans le culte maintenant. Je vois même sur des gens un peu branchés, même parisiens, dès qu'on dit que c'est nous, qu'on a fait ça, etc., je vois les têtes changer en fait. On est passé dans une autre dimension. Par nostalgie peut-être? Oui, sûrement. Je pense que c'est par nostalgie. Mais Oui. moi, perso, j'ai pas envie trop de l'analyser. Je suis content de le prendre. Mais ça m'étonnera toujours. Alors pour l'instant, il y a la tournée avec notamment des grandes villes, Marseille, Toulouse, Bordeaux, des Zéniths. Je crois qu'il y a aussi une tournée qui se prépare avec la RFM Party, qui avait été un grand succès. Oui. Et vous allez continuer cette tournée. Vous êtes reparti pour quelques années en duo. On espère. Alors, on sera normalement au Dôme. Enfin, on sera au Dôme le 18 février. Oui. Voilà. 2027. 2027. Ouais. On a pris de l'avance. Et maintenant, l'avenir... C'est un scoop, hein, parce que là, Oui. personne ne le sait Eh encore. ben, les auditeurs de Sud Radio seront le premier à le Voilà, savoir. absolument. Et je vous en remercie. Mais finalement, vous allez refaire encore d'autres albums, peut-être d'autres chansons. On ne sait pas. Pourquoi pas. En tout cas, on a fait cette chanson, toujours là, qui nous plaît beaucoup. Et puis, ce qui est complètement fou, c'est que les gens qui sont venus nous voir en spectacle chantent la chanson par cœur au bout de 3 minutes. Ils ne la connaissaient pas 5 minutes avant. Comment? Donc c'est très très étonnant. Enfin, c'est assez perturbant même. Mais est-ce que ça ne veut pas dire finalement, David, que vous avez le sens de la mélodie populaire, ce qu'on ne fait plus beaucoup aujourd'hui? J'espère. En tout cas, c'est ce que j'aime. Donc c'est ce que naturellement j'aime faire. C'est un peu comme pour les vacances. Oui, c'est vrai qu'on C'est-à-dire n'avait pas ressenti cette émotion-là que depuis Est-ce que tu viens pour les vacances. Quand on l'a chanté la première fois, on l'a chanté au Zénith de Toulouse, qui venait d'ouvrir en 88. Deuxième refrain, tout le monde chantait la chanson, elle était passée de nulle part. C'était incroyable. Et là, toujours là, ça nous fait exactement la même chose. Ouais. C'est Mais vraiment c'est étonnant. Si vous voyez les spectacles, c'était passé de nulle part. Et que voilà, vous avez 3-4 000 personnes qui chantent la chanson au bout de refrains. Ça fait vraiment plaisir. Et puis ça fait plaisir aussi aux autres artistes. Parce qu'il faut pas oublier que eux n'ont eu aussi qu'un tube ou 2 tubes et qui n'ont pas chanté de nouvelles chansons depuis 30 ou 40 ans. Donc là, quand Léopold Nord ou au début de soirée chante une nouvelle chanson ou Bibi, eh ben, elle a un nouveau tube aussi. Exactement. Ils ont un nouveau tube. Donc ça, c'était pour 2027. Et l'avenir, après, on verra. On verra. Bon, en tout cas, continuez comme ça, c'est formidable pour le public que vous soyez retrouvés. Et apparemment, la voix n'a pas changé et l'envie de chanter n'a pas changé. Donc ça dure le plus longtemps Et possible. notre Merci. amitié non plus. Ouais. Exactement. Merci Jacques. Merci Jacques. infiniment. Merci à vous, Merci David et infiniment. Jonathan, et à bientôt sur scène. Merci, à très bientôt. Jacques. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.